Mais pour l'heure, c'est la revue de presse avec Olivier Delagarde. Bonjour Olivier. Bonjour à tous. La revue de presse d'Europe 1. Ce matin, les journaux sont très inquiets pour Mayotte. Oui, parce que la déclaration du préfet sur place estimant que le nombre de morts pourrait atteindre plusieurs milliers a fait l'effet d'un coup de tonnerre hier. Seulement, loin des yeux, loin du cœur, les quotidiens n'ont guère de journalistes sur place. Alors ce matin, ils bricolent comme ils peuvent. Dans le Figaro, c'est par exemple la correspondante à La Réunion, située à 1500 km de là, qui fait ce qu'elle peut pour récupérer les infos. Le Parisien, aujourd'hui en France, a pour sa part réussi à joindre sur place un Mahorais, professeur de géographie de l'université de Montpellier. Il raconte à Émilie Torgemène: dans mon village d'Aqua, une mère de famille est morte, des toitures ont été arrachées. Sur le chemin de Mamoudzou, j'ai vu des villages à terre, des containers ont été éjectés par la puissance du vent. Nous allons devoir dépendre à 100% des importations, poursuit-il. Les champs de maïs, de manioc, les bananiers sont détruits, les distributeurs de billets ne fonctionnent plus. Or, sans argent, comment paierons-nous les denrées alimentaires? Voilà, les secours vont commencer à arriver. Les reporters et les ministres démissionnaires aussi. Alors l'autre grand sujet, c'est d'ailleurs la politique. Oui, et là, ce n'est pas le cyclone Chido, mais les tempêtes dissolution censure qui ont tout mis par terre. D'ailleurs, François Bayrou se qualifie lui-même de réparateur dans l'interview de la Tribune hier. Réparateur donc, mais aussi débaucheur, nous apprend le site de l'Opinion. Antoine Oberdorf affirme que le Premier ministre a proposé au député PS de l'heure, Philippe Brun, le portefeuille de l'économie et des finances. Celui-ci a décliné: « Je ne vais pas commencer à 33 ans une carrière de ministre de droite », a-t-il déclaré au journal. Soit dit en passant, 33 ans, c'est un âge parfait pour se faire crucifier. En revanche, le socialiste Jérôme Guedj pourrait arriver au ministère de la Santé, explique encore le journal. François Rebsamen, maire PS de Dijon, 73 printemps, pourrait aussi faire partie de l'aventure gouvernementale. La grande question, c'est peut-être moins la composition du gouvernement que ce qu'il va faire. Et la réponse claque sous le clavier d'Éric Le Boucher, toujours dans l'Opinion. La seule chose que doit faire Bayrou, explique-t-il, c'est surtout de ne rien faire du tout. Et le pire, c'est que son raisonnement se tient. En l'état actuel des forces au Parlement, écrit-il, il n'y a aucune solution pour mener une bonne politique. Donc plutôt que de faire du mal, il vaut mieux ne rien faire. Et c'est par une étrange chance, écrit-il, la plume trempée dans le fiel, que le sort a désigné François Bayrou pour conduire cette politique d'immobilisme. Car il a su montrer dans sa carrière ministérielle qu'il savait discourir beau mais retenir son bras, parler haut et agir bas. Pan. Mais donc... Alors dans les Échos, Cécile Cornudet est quand même moins féroce, mais au fond son analyse n'est pas si loin de celle de Le Boucher. Sous le titre « Endormir ou agir, faut-il choisir ?», l'éditorialiste nous livre d'abord ses doutes sur la capacité de Bayrou à faire mentir sa légende de non-réformateur, mais surtout elle explique elle aussi que c'est peut-être mieux comme ça. Mieux que de se mettre dans les bras du PS, puisque c'est sa seule possibilité de se sortir des griffes du RN, et chacun de se souvenir de la petite phrase célèbre d'Edgar Faure: « L'immobilisme est en marche et rien ne l'arrêtera ». Alors aux États-Unis maintenant, c'est le wokisme qui semble connaître un coup d'arrêt. C'est en tout cas ce qui ressort d'un long et très intéressant papier d'Adrien Jaulm, le correspondant du Figaro à Washington. Le wokisme, autre tempête qui avait tenté de balayer l'Amérique, est en train de s'essouffler. Tout ce qui se passe aux États-Unis finissant tôt ou tard par arriver dans notre beau pays de France. C'est le cœur léger que l'on poursuivait la lecture de la presse ce matin, jusqu'à la page 17 du Parisien, où la patatras, on apprend que le Père Noël est une femme. Bigre. Alors, lecture faite, rassurez-vous, le vieil homme n'a pas entamé un processus de transition de genre, non. Ce que veut dire le Parisien, c'est juste que, cette année encore, eh bien, ce sont les femmes qui se retrouvent chargées de la corvée des cadeaux. Et qu'est-ce qu'on achète Absolument. à Anissa et Dimitri? Un stylo en argent, un micro d'or. À 62%, nous dit l'IFOP, ce sont les femmes qui doivent courir les magasins. Et attention, c'est un gros motif de dispute dans les couples, nous signale Christine Mathéus. Anaë, par exemple, s'est rebiffée contre son conjoint. « Je l'ai envoyé se débrouiller pour les cadeaux de nos 3 enfants et de ses parents. Je n'en peux plus de l'entendre dire « Bah, j'ai pas d'idée ». Alors messieurs, un petit effort. Cette année, on sauve l'honneur. Il nous reste encore 8 jours avant le soir fatidique. Je l'ai trouvé au petit matin, tout tenu dans mes grands souliers. Vous êtes optimiste, hein, Olivier? Moi, j'y crois pas du tout. C'est la fille du Il ne faut pas désespérer en l'homme, Anissa.